Francine Goldberg qui nous fait l'honneur d'être là, qui vient de Belgique, dont la famille a eu plus d'une vingtaine de personnes ont été envoyées à Argelès en mai 40, oui. Alors juste avant, pour contextualiser, l'essentiel des Juifs étrangers et pas que ont été expulsés de Belgique lors de l'attaque allemande et envoyés sur le camp de Saint-Cyprien. Plus de 7000 personnes. Il y a un excellent livre qui s'appelle La liste de Saint-Cyprien qui en parle. Ensuite, ces gens-là vont être envoyés à Kurs et pour partie déportés. C'est une mémoire assez faible dans ce département. On parle beaucoup de Riesald, mais Saint-Cyprien a joué un rôle encore plus important dans la déportation des Juifs étrangers. Et la famille Goldberg, elle s'est retrouvée un peu par accident. Là aussi, par erreur, c'est ce qu'elle vous dira, au camp d'Argelès, juste avant la période de Vichy. Donc on va écouter Madame Goldberg. Je vous remercie d'être là. Voilà, donc je viens d'Anvers, ou d'Anvers comme vous dites, et je voulais d'abord remercier l'association de me donner l'occasion de témoigner aujourd'hui et de raconter l'histoire de ma famille. Mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père et tout le reste de la famille s'est retrouvé dans les camps en mai 1940. Chez nous, à la maison, on n'en a jamais parlé. C'est-à-dire que rien que le mot « camp », on ne pouvait pas le prononcer, puisqu'il était réservé dans les milieux juifs aux gens qui revenaient des camps d'extermination allemands. Et quand on parlait du lager ou du camp, c'était camp d'extermination qu'on pensait, sans même penser un instant qu'il y avait des camps aussi en France. Je me rappelle que mon père disait « en France, il y avait aussi des camps » et les gens le regardaient drôlement. Parce que c'était des choses dont on ne parlait pas, c'était du non-dit total. En 2015, j'ai poussé mon père à faire un témoignage et à dicter ses mémoires. Après beaucoup de peine, il était d'accord et il a dicté ses mémoires en flamand, puisque nous parlons le flamand à Anvers. Et que lui était né à Anvers, qu'il avait fait sa scolarité à Anvers en flamand, et que sa langue maternelle était l'allemand et le flamand, bien que je lui parlais en français. Alors, j'ai la partie concernant mai 1940 à octobre 1940, je l'ai ici devant moi. Elle a été donc dictée en flamand, sachant que je venais ici, je me suis empressée de la traduire tant bien que mal. Ce que je vais vous lire, ce n'est pas du Balzac ni du Victor Hugo. Donc, il y a un peu de complaisance concernant le français et la langue. Merci. Voilà. Donc, c'est mon père qui parle. Hein. Il dit « Mon père connaissait très bien le chef de gare, et quand la guerre a éclaté, il a pu obtenir qu'un wagon entier serait mis à disposition afin que la famille entière puisse prendre la fuite. Mon père a rallié tout le monde, c'est-à-dire toute la famille, et nous avons transporté tous nos biens dans la scierie diamantaire de ma tante, longue rue d'Herentals, et nous sommes partis en cavale. C'était le mois de mai et il faisait très chaud. Pendant 3 ou 4 jours, on a roulé en Belgique en train. À un certain moment, nous nous sommes retrouvés à Tournai. Là, on nous a dit « Vous devez sortir du train, quitter la gare, car ils vont bombarder. » Tout le monde quitte le train, la gare, et nous allions nous asseoir sur une place devant la gare. En y pensant maintenant, c'était complètement fou. Comment tous ces gens sont restés sagement assis sur cette place, tandis qu'on nous avait averti que la gare serait bombardée et qu'on pouvait raisonnablement penser que cette place ne serait pas épargnée. Après avoir attendu 1 heure sur cette place, est arrivé un peloton de soldats, des soldats belges. Ils encerclèrent la place en demandant à chacun de produire leur carte d'identification. Ensuite, nous avons été emmenés. Il faut que je vous dise que mon grand-père avait encore la nationalité polonaise. Mon père était né en Belgique, ses 2 sœurs étaient nées en Belgique, ma grand-mère était de nationalité allemande et mon grand-père n'avait jamais trouvé le moyen, en fait, c'était peut-être une question financière à ce moment-là, mais il n'avait jamais demandé la nationalité belge. Donc je vous dis ça pour bien vous expliquer qu'ils étaient considérés à ce moment-là vraiment comme étrangers, bien que même nés en Belgique, donc toute la famille. Et il s'agissait de 20 à 30 personnes. Donc d'un moment à l'autre, nous étions devenus des prisonniers et nous étions considérés comme ennemis, comme Allemands. C'était terrible.
Les passants nous jetèrent des bouteilles, des pierres, de l'urine. Je n'arrive pas à croire de quoi ces gens étaient capables. Ma tante portait son bébé, Marcel Knoll, et mon grand-père était un vieillard avec une barbe. Maintenant, le grand-père, il avait 66 ans, mon arrière-grand-père avait 66 ans, mon grand-père avait 46 ans, et mon père avait 14 ans. Je vous donne ces chiffres parce que c'est important dans la suite de l'histoire. Comment on a pu étiqueter comme ennemi? C'est incompréhensible. Mais que se passait-il? Ce n'est que plus tard que j'ai pu comprendre. Mon père, terrifié, était raide de peur. Il m'a été donné de voir ça quelquefois dans ma vie. Et quand il s'avança, il fut renversé par l'adjudant avec la crosse de son revolver. Mon père n'a plus jamais été le même depuis. Il avait quelque chose. Ils nous ont conduits à travers la ville pendant 1 kilomètre, tandis qu'on nous criait dessus et qu'on nous jetait des projectiles. En chemin, ma mère demanda à un des soldats « Mais que nous font-ils ? Madame, c'est fini dans 5 minutes. » Ma mère, à ce moment-là, eut l'impression qu'ils allaient nous fusiller dans 5 minutes. Finalement, nous nous sommes retrouvés dans les caves voûtées d'une caserne. C'est là que ma mère a eu une attaque de diabète. Elle est tombée dans le coma. Mon père lui a donné une piqûre d'insuline et ensuite on a été divisés. Les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre. Et c'est là que commence ce terrible périple. Moi j'avais 14 ans, mais j'avais l'air plus grand et plus robuste et donc affecté au groupe des hommes. Ils nous ont ramenés à travers la ville jusqu'à la gare. Les hommes séparément et les femmes et les enfants séparément. Là, ils nous ont mis dans le train qui était déjà plein de ce qu'ils appelaient collaborateurs. Des Allemands vivant en Belgique, des séminaristes allemands étudiant à Louvain, des réfugiés allemands, même Borms, qui était un nationaliste flamand, qui était déjà un vieux monsieur, était aussi également sur ce train. Donc c'était un ramassis de tout ce qu'on pouvait imaginer et qui était étiqueté comme étranger. Nous, on nous considérait aussi comme ennemis. Mon père avait conservé sa nationalité polonaise, probablement parce qu'il n'avait longtemps pas eu l'argent pour la changer et aussi parce qu'il n'avait pas eu le besoin de devenir belge. Mais même alors, je ne comprends pas, et ce jusqu'à aujourd'hui, comment ma famille avait atterri là. Il est apparu plus tard que l'ensemble de l'opération avait été planifié à l'avance. Pourquoi? Le patron de la sécurité en Belgique a reçu ses instructions des Allemands. On lui avait demandé de créer des troubles, de semer le chaos, afin d'ouvrir une brèche aux Allemands et leur faciliter ainsi leur poussée en pays conquis. Ce n'était pas un train de voyageurs dans lequel nous nous sommes retrouvés de force. Nous étions comme des animaux dans des wagons à bestiaux. Le train nous a emmenés en France et le premier arrêt était à Tours. La porte du wagon a été ouverte. Cette image m'est aussi claire qu'au premier jour. Des écoliers nous regardaient, bouche bée. On leur montrait à quoi ressemblait l'ennemi. L'ennemi était affublé d'une barbe sauvage. Ah oui, nous étions en route depuis des jours. Il était noir de la suie de charbon qu'on avait transporté auparavant dans le wagon. Nous n'avions pas mangé depuis des jours, et quand ils nous ont jeté du pain, les hommes se sont jetés dessus comme des bêtes sauvages. Ce fut un spectacle pour les citoyens français, une tournée de propagande. Le prochain chapitre, il intitule « Devenir un homme en un jour ». Le premier camp dans lequel nous nous sommes retrouvés était le camp d'Orléans. J'y suis restée peut-être 10 jours. C'est là que j'ai vu pour la première fois de ma vie un homme qui avait l'air totalement bleu. Quand il a enlevé sa chemise, il était complètement bleu des coups qu'il avait encaissés. J'ai vu cet homme, je comprenais bien, je n'avais que 14 ans. J'étais encore innocent, vraiment un enfant. Pour moi, c'était tellement impressionnant que je suis devenue un homme en un jour. Les soldats qui nous gardaient étaient des vétérans français, des anciens combattants. Ils portaient encore leur uniforme de 14-18. Chaque jour, ils recevaient 3 litres de vin. Ils étaient toujours ivres. Mon père continue son histoire la gorge nouée.
Dans le camp, ils avaient un système pour aller aux toilettes, qui se trouvait à l'extérieur de la caserne. Un soldat français avec une baïonnette emmenait avec lui 10 hommes, l'un derrière l'autre. Le dernier du groupe encaissait la baïonnette dans le dos. Après Orléans, tandis que les Allemands se rapprochaient de plus en plus, on a été conduit dans un petit village pas loin de là, à Sépois, dans une usine de verre vide. Nous y avons passé quelques jours. Mon père étant le seul à parler le français, ils en ont fait un gardien. Il a dû rédiger des listes de noms. Après quelques jours, nous avons dû passer à un autre endroit. Là, j'ai fait la connaissance de quelques-uns de ces séminaristes allemands dont je vous ai parlé. Des garçons d'une vingtaine d'années, des garçons qui ne savaient rien, totalement innocents. Bon, après Orléans et Sépois, nous avons été emmenés. À travers une petite fente dans le wagon de marchandises, j'ai pu lire une inscription sur une poubelle. Saint-Cyprien. Maintenant, nous étions loin, je le savais, dans le sud de la France, près de la frontière espagnole. De là, nous avons été transférés dans un camp à Argelès-sur-Mer. Donc probablement, il est arrivé d'abord dans le camp de Saint-Cyprien et puis il a été transféré à Argelès-sur-Mer. Alors, comment il voyait le camp? C'était un camp qui avait été érigé pour les réfugiés espagnols. J'aimerais montrer que le monde n'est pas toujours comme beaucoup le pensent ou l'espèrent. Les Espagnols étaient des réfugiés, mais eux aussi y avaient été enfermés et emprisonnés. Par exemple, aller faire une petite promenade n'était pas une option, ils étaient enfermés. Quand nous sommes entrés dans les baraques, il restait encore par terre de la paille sur laquelle avaient dormi les prisonniers espagnols. Il y avait un endroit à l'entrée de la baraque qui était achevé avec du bois et chaulé en blanc. En y pensant plus tard, je me suis demandé pourquoi cet endroit était-il chaulé en blanc. Je suis presque certain que là étaient entreposés les cadavres des Espagnols. Ah, dit mon père, donc son père, c'est un bon endroit pour nous. Mon père avait à l'esprit qu'en tant que jeune homme, je n'étais pas en sécurité entre tous les vieillards qui avaient été enfermés pendant une longue période. Il avait peur qu'ils seraient mal intentionnés. Durant tout le voyage, cela a toujours été mon père qui m'a protégée, mais je pense qu'il aurait mieux valu le contraire. J'aurais mieux fait de protéger mon père. J'étais un garçon fort pourtant. Nous étions là depuis 2 semaines quand mon père est tombé malade. Malgré le fait que le camp était très grand, il n'y avait pas d'infirmerie. Ils l'ont emmené dans un autre camp et je n'ai pas pu accompagner. Maintenant, il est possible qu'il ait vu les choses comme ça. Je viens d'en parler à monsieur et qui m'a dit que le camp était donc énorme, hein, et qu'il est possible qu'il soit tout à fait au sud du camp, tandis que l'infirmerie se trouvait au nord et qu'il n'a pas pu estimer la différence entre l'un et l'autre. Ils m'ont mis dans une baraque pour enfants parce que je ne pouvais pas l'accompagner. Il y avait d'autres garçons de 10-11 ans et j'ai pu rester auprès d'eux. Je n'ai plus revu mon père. Il est décédé 3 jours après être arrivé dans l'autre camp, mais ça, je ne l'ai appris que bien plus tard. La vie dans ce camp était terrible. Il n'y avait par exemple pas de toilette. Quelques hommes ont creusé un trou et ont mis une poutre par-dessus. Vous pouvez vous imaginer comment je me sentais quand il fallait s'asseoir sur cette poutre pour faire ses besoins. Entre tous ces hommes, sans aucune intimité, sans rien. Ça marque. Dans le camp, il y avait aussi une baraque spéciale pour les communistes qui avait été pris en Belgique et en France. Puis il y avait aussi une baraque réservée aux nazis. La nuit, ils clamaient leur champ de bataille. À un moment donné, quand la France est rendue, les Allemands sont arrivés et ont libéré leurs nazis en laissant les autres sur place. Le camp était entouré de 2 couches de fils barbelés. Dans ce couloir patrouillaient les gendarmes français, les gendarmes mobiles. J'ai vu de pauvres civils se défaire de leur bague de mariage pour un petit bout de pain. Il y avait si peu à manger. Là, la voix de mon père se casse. Quand je vois à quel point ces gendarmes étaient lâches. On dit c'est l'âge d'Allemand, mais là, c'était c'est l'âge de Français. C'est alors que j'ai appris une de mes plus grandes leçons de vie. Votre nationalité n'a aucune importance. Il n'y a que 2 catégories d'êtres humains.
les bons et les mauvais. Et à ce moment-là, il a pleuré. Je n'avais jamais vu pleurer mon père. Voilà. La suite, c'est comment sa mère et sa sœur et ses sœurs ont été, toutes les autres femmes de la famille ont été emmenées dans un camp à Gours. Gours, qui est situé dans les Basses-Pyrénées, loin d'ici. Comment ensuite il est sorti du camp, comment ils sont rentrés de retour en Belgique et comment il a vécu le reste de la guerre. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, au moment où il y a eu ce mémorial auprès de la stèle, j'explique en 2 mots qu'en 1951, 2 de mes oncles ont pris l'initiative d'ériger une stèle à Argelès, en face du camping des Marsouins aujourd'hui, et où se déroule chaque année apparemment une commémoration. Sur cette stèle, il y a les noms de tous ceux, pratiquement tous ceux qui sont morts dans le camp, de toutes les nationalités. Et je voulais vous dire que je suis fière que ma famille ait eu ce geste après que le cimetière avec des croix en bois ait été inondé et qu'on ne savait plus où et qui était enterré. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère avoir un peu de réponse aux questions que je me pose encore aujourd'hui, parce que c'est nécessaire de se rappeler, c'est nécessaire de comprendre, c'est nécessaire de combattre l'ignorance, c'est nécessaire de garder la mémoire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un témoignage très fort qui illustre bien. On en a rapidement parlé. 2 choses. Votre grand-père est décédé au camp d'Argelès. Et quand votre père dit qu'il n'y avait pas d'infirmerie, votre grand-père est décédé à l'infirmerie. Donc effectivement, c'était une infirmerie qui était plus loin. Et quand il parle des Allemands, effectivement, il y avait pris dans la débâcle des Allemands antifascistes, majoritaires, et puis des Allemands aussi fascistes. Et il faut savoir que la première commission de la Gestapo vient à Argelès au mois d'août 1940. C'est la Gestapo allemande. Et il y a une photo sur le site du mémorial où on voit la gendarmerie française côte à côte avec la police politique allemande en août 1940. Et donc ils sont venus sortir les nazis des camps et laisser les communistes. Donc je vous remercie. Cette stèle, voilà, c'était quelque chose de très fort. Et voilà, c'était vraiment poignant. Donc pour continuer, on va entendre Vladi Kriza, qui est arrivé au camp d'Argelès à l'âge de 6 ans, qui était d'origine ukrainienne, et qui va vous raconter ses souvenirs encore à vif de cette mémoire, et on le remercie aussi. Je veux aussi juste remercier Madame Reyes, Stéphanie, qui a permis à Madame Goldberg de venir parmi nous. Vladi. On parle toujours du destin, et je ne pouvais pas passer à travers cet épisode de ma vie. À l'approche de ma retraite, un ami qui faisait de l'athlétisme et qui jouait au foot avec moi était architecte en Lorraine et puis architecte ici. Et il avait construit des quartiers, il était maître d'œuvre de bâtiments. Un jour, il me dit, écoute, j'ai une occasion inespérée de pouvoir te proposer des studios au bord de mer, sur la plage, à 300 mètres de la mer, et c'est quelque chose unique à saisir. Il dit, j'ai construit tout un quartier de Lorrain,
et j'ai ma maison là-haut. Tu viens avec ton épouse, c'est au mois de février, et puis tu regardes et puis tu verras. Je suis arrivé à Argelès-sur-Mer, je ne savais même pas où ça se trouve, mais le nom m'était familier parce que c'était un nom qui trottait dans ma tête, et puis de temps en temps, certaines personnes qui recherchaient des racines et des endroits avaient lancé des annonces dans les journaux pour avoir des informations. Bon, je passe cet épisode. Finalement, je suis arrivé au mois de février, j'ai vu la mer, la montagne, c'était le coup de foudre. J'ai pris ce petit studio de 25 mètres carrés, et puis on est en vacances, la retraite est venue, et une dizaine d'années après, alors c'était en 84, une dizaine d'années après, je vois dans le journal des annonces à la mairie, on recherchait des gens qui étaient dans le camp d'Argelès. Moi, je me suis présenté, je crois que c'était M. Fuentes qui était là, et j'ai commencé à m'intéresser à Argelès parce que quelque part, j'avais eu envie de reparler un peu de notre histoire. Et il s'est avéré que j'ai acheté un petit studio qui se trouvait dans le camp d'Argelès dans lequel j'ai vécu quand j'étais petit. Exactement au même endroit. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis par la suite, bon, j'ai voulu écrire mon histoire à mes enfants. Je suis français, je suis né en Lorraine. En Lorraine, il y avait énormément de gens qui étaient venus travailler sur la frontière. D'ailleurs, on s'est retrouvé des affinités aussi avec des gens de votre famille. Le destin est quand même bizarre. Hein. Et puis alors, j'ai découvert par la suite que les gens de l'Est ont été déportés à partir de 1939. Et on a envoyé les femmes et les enfants en Gironde. Les hommes sont restés parce que c'était la guerre qui se préparait et les hommes ont été obligés de rester dans les mines et les usines parce que c'était la région où il y avait un pourcentage élevé, presque 50% d'étrangers qui travaillaient dans ces mines et usines que personne ne voulait travailler. Et puis, on a évacué les femmes et les enfants parce qu'on craignait les Allemands. On a eu Verdun qui était tout proche. Et les hommes sont restés pour travailler. Pendant 9 mois, les femmes et les enfants sont restés en Gironde ou d'autres régions près du sud. Et puis, lorsque les Allemands sont venus, mon père nous a rejoints. Et il devait se rendre à un autre endroit, à Montbrison. Montbrison, c'était une usine où on fabriquait des obus. Donc, bon nombre de personnes ont travaillé dans cette usine. Mon père ébarbait les obus. Et puis un jour, les Italiens ont déclaré la guerre à la France. Quelques jours après, on s'est fait bombarder. L'usine, enfin, des bases militaires. Et puis on nous a embarqués dans un train. Arrivé à Lyon, c'était la gare de triage, on a fait descendre tout le monde. Des gendarmes montaient dans les trains, des gens descendaient. Et puis on a dû partir aussi. On a attendu sur le quai de la gare. Et puis on est remonté dans un autre train. On s'est retrouvé à Argelès, sans savoir pourquoi. Argelès, on a été séparés, les femmes et les enfants dans un camp, les hommes dans un autre. Et puis, on a été dans des baraques, 50 à 60 personnes dans une baraque. Donc, les femmes et les enfants étaient dans le quartier des femmes, mon père dans le quartier des hommes.
Dans ma baraque, je me souviens, on était près de l'entrée, c'était le deuxième lit. Et le premier, c'était une payse d'Ukraine, du même village que ma mère. Elle avait 2 filles presque de mon âge et puis un enfant d'une dizaine de mois. Et c'était en plein hiver. Et il faisait froid. Dans la baraque, il y avait des espèces de cubilots. C'était des fûts de 200 litres, quand on chauffait du bois. Il y avait les tuyaux qui sortaient dehors. Ben, le bois brûlait trop vite. Et donc, j'ai passé le premier Noël. Et je me souviens des gens du village avaient préparé, c'était une association, un repas pour les enfants, amélioré, avec un spectacle de marionnettes. Alors pour améliorer le menu, on avait mis un peu de lait, parce qu'on mangeait une espèce de bouillie, des topinambours tous les jours, c'était pas tellement rare du temps. Et par la suite, je n'arrivais pas à manger, je suis tombé malade pendant 3 jours à cause de cette nourriture. Et les gens avaient de plus en plus faim parce que cette période-là, c'était la partie de la France qui était séparée en deux, la nourriture venait à manquer, et de plus en plus de gens commençaient à avoir des problèmes de nutrition, des maladies qui étaient inhérentes à une concentration importante de gens, la malnutrition, toutes les maladies, la gale, tout ce qu'on veut. Et on a continué donc à vivre là-dedans. Puis je me souviens des tas de maladies qui pouvaient arriver, c'est-à-dire que comme on n'avait pas une nourriture suffisante, on avait des furoncles et des abcès sur les bras, le cou, dans les oreilles, la gale en permanence. Et un jour, c'était la nuit. C'était des souvenirs que je vous raconte parce que à cet âge-là, on ne peut pas tous se souvenir, mais des flashs me sont restés. Le vent était terrible. Il ne faut pas oublier, c'était l'hiver. Et au-dessus de ma tête, puisque j'étais à l'entrée, le toit commençait à se soulever. Et il vibrait d'une façon énorme parce que c'était des bourrasques de vent, comme on les connaît, les tramontanes. Et tout le monde commençait à s'affoler, c'était la nuit, il n'y a plus de feu. Ma mère était enceinte de presque 8 à 9 mois. Elle me dit, il faut que tu ailles chercher ton père. Il faut que je vous dise que mon père est venu avec son vélo et sa valise. Et dans sa valise, il avait une boîte à outils, il était forgeron. Il m'a dit, s'il y a quelqu'un qui peut nous faire quelque chose, c'est ton père. Il faut que tu ailles chercher ton père. Moi, j'avais l'habitude d'aller dans le camp des hommes avec mon petit frère, parce que dans la journée, les gardes nous laissaient passer, j'allais tous les jours voir mon père. Et j'ai réussi à retrouver la baraque de mon père, qui se trouvait un peu de l'autre côté d'un petit affluent de la Massane. Et ils étaient ahuris de me voir. Ils me connaissaient parce que de temps en temps, ils me donnaient quelque chose à manger. Ils sont venus toute une équipe avec des matériaux, du bois, tout ce qu'on veut, des fils barbelés, et ils ont réparé le toit. Les gardes étaient camouflés parce qu'il faisait mauvais, il n'y a personne qui sortait dehors, et ils ont réparé le toit. Un autre souvenir qui me reste, c'est les cabinets. C'est triste de parler des cabinets, mais c'était quelque chose d'extrêmement important. Parce que
il y avait une odeur qui planait en permanence au-dessus du camp. Ils avaient fait des cabinets, c'est-à-dire que c'était des cabinets qui étaient faits après, lorsqu'il y a le deuxième camp qui a été fait, parce qu'à ce moment-là, on a mis l'électricité dans les baraques, on avait de la lumière, et puis il y avait des haut-parleurs partout, donc dans la journée, c'était des villes, on entendait des valses, des marches, des passodomes, toutes les nouvelles étaient transmises par ces haut-parleurs, et puis la musique aussi, comme si on avait envie de danser. Et alors, ces cabinets qui m'ont marqué, c'était un échafaudage en planche, très large, avec un plateau, sur lequel on avait mis une douzaine de cabinets, avec une porte, avec des planches percées, tout ça parce qu'en dessous, il y avait des fûts dans lesquels, tous les matins, les gardes amenaient des corvées pour évacuer tous les bidons, quoi. Bon. Et puis, donc, je passe cet épisode, je passe l'épisode où je suis parti. Dans le camp, il y avait un délégué qui faisait partie de la Croix-Rouge. Et ce délégué, donc, il faisait partie de la Croix-Rouge polonaise, parce que mes parents étaient venus avec un passeport polonais, malgré qu'ils étaient ukrainiens. Et donc ce jour-là, j'avais été dans le camp des hommes avec mon frère, et puis il y avait un attroupement sur la plage. Et dans cet attroupement, il y avait un feu qui se faisait, un tas d'hommes qui étaient autour. J'ai demandé des explications à mon père. On m'a dit, ben, écoute, ce matin, la mère a rejeté un petit cochon tout rose, et puis il s'apprête à le cuire parce que les gens meurent de faim. Donc, on est parti. Je suis arrivé donc, dans le camp des femmes, et puis là, des femmes se précipitaient vers nous, affolées, et ils m'ont dit, on a embarqué ta mère, votre mère, puisque j'étais avec mon frère. Bon, j'étais tout étonné, je me demandais ce qui se passait. Mais en fait, ma mère était sur le point d'accoucher, et les femmes avaient prévenu le délégué, et la Croix-Rouge, une ambulance est venue chercher ma mère. Et le lendemain, donc, on est venu nous chercher et on a pris nos bagages. Il faut vous dire qu'on avait nos bagages dans les baraques parce qu'on avait le droit à 1 mètre cube de bagages et de marchandises. Et ma mère avait amené avec elle sa machine à coudre, une vraie machine à coudre. Et elle nous a suivis partout. Elle avait mon âge. Je l'ai encore à la maison. Et on est parti, donc, j'avais un frère aîné, il est resté en Gironde parce qu'il était apprenti boulanger. Donc, mes parents avaient réussi à ne pas le prendre, à passer à travers les mailles. Et quand on s'est retrouvé donc au grand séminaire de Perpignan, où il y avait les sœurs polonaises qui étaient là, c'était une délégation de la Croix-Rouge française, il y avait des espèces de petites cabines qui étaient faites avec des cordes qu'on avait tirées, et avec des draps, on a fait des petites cabines, là, et on avait mis des matelas par terre. Donc chaque femme et des enfants avaient un petit coin intime dans ce coin-là, donc ce sont des images qui me sont restées. Alors pour en revenir à mon histoire, mon frère était resté en Gironde, mon père est resté à Argelès, puisqu'il a passé 3 mois de plus, et ma mère était quelque part dans un hôpital à Perpignan, et pendant 15 jours on est restés comme ça tous les deux avec mon petit frère. Et puis le lendemain, on nous a annoncé la naissance de mon frère. Donc le lendemain qu'on est sorti du camp avec ma mère,
mon frère aîné. Et j'ai la chance de l'avoir aujourd'hui, il est là avec moi. Et c'est un vrai Catalan, il est né à Perpignan. Et puis, par la suite, donc, j'étais à l'école à Perpignan. Et puis un jour, les sœurs nous disent, il faut faire votre valise, vous devez partir. Votre père va vous rejoindre. Bon, on nous a pris, on nous a emmenés à la gare de Perpignan, on nous a mis sur une Micheline, puis on attendait. Et puis, au bout d'une heure ou deux, il y a des camions qui sont arrivés et on a débarqué les hommes. De loin, j'ai reconnu mon père, parce que quand il est venu dans son camp, il avait son vélo avec sa valise derrière et ses outils à l'intérieur de la valise. Et de loin, je l'avais reconnu. Il est rentré dans la Micheline avec nous et il a pu, 2 mois après, faire connaissance avec son fils. De là, on est parti, on nous dit qu'on devait partir dans un autre camp en Lozère. Et on atterrit dans un camp en Lozère, à la Bastide. Et en Lozère, il y avait 4 camps. Et dans ce camp de la Bastide, alors il faut dire quand même que le mot camp était quand même bizarre, parce qu'on était hébergé à Argelès, et on était dans un camp en Lozère, dans 2 magnifiques hôtels, qui était ce camp de Lozère. On n'avait pas le droit de quitter le village. Et finalement, on a vécu, disons, une autre période dans un camp, mais avec une période beaucoup plus facile qu'Argelès. Et c'était le camp des Polonais qui était à la Bastide, avec un autre qui était à Méroès, je crois, puis 2 autres encore. Mais ces 3 autres camps n'ont pas duré longtemps. Et puis là, on est resté 9 mois. Les Allemands qui avaient envahi la Lorraine avaient besoin de main-d'œuvre et ils ont fait pression sur le gouvernement français pour rapatrier tous les gens qui travaillaient dans les mines et les usines. Et on s'est retrouvés de nouveau en Lorraine. Et c'était un peu la fin de ce parcours qu'on a eu. Je ne vais pas m'étendre sur le reste, j'ai dit l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup Gladys, je sais que ça te tenait à cœur. Et ben voilà. Là on a eu 3 parcours de vie. Vous savez, l'histoire, la mémoire, c'est des choses qui sont complexes. 3 histoires différentes, 3 parcours différents, 3 illustrations de populations autres qui ont réussi à subir les difficiles conditions de vie à Argelès, des choix politiques complexes. Voilà. Je suis très heureux que l'association Free ouvre cette page de l'histoire d'Argelès, qui reste encore à creuser, comme celle de Saint-Cyprien en 1940, comme beaucoup. L'histoire est une science qui avance. On a la chance d'avoir encore des témoins, c'est important de les écouter. On a la chance d'avoir des enfants de témoins qui ont conservé les documents. C'est important de les conserver et c'est important de montrer que toute cette logique, ce durcissement législatif en fait, hein, parce qu'on part de Daladier pour arriver aux Allemands, à Laval, hein, mais tout ça c'est une suite logique d'exclusion avec des populations différentes, mais qui se croisent, ou des fois s'entrecroisent. Donc je remercie encore chaleureusement Madame Goldberg et Monsieur Crisa, qu'on peut applaudir. J'excuse Jérôme Bonin qui est reparti dans une veillée, hein, parce que les nomades sont assez frileux pour parler, c'est peu de le dire, donc c'est quand même aussi très bien qu'ils soient venus aujourd'hui. Voilà, on peut les applaudir.